Chers frères et sœurs de notre toujours aimable Jésus, à la suite de la récente vidéo dans laquelle j'évoquais les 6000 ans mentionnés par Jésus dans ses échanges avec Louisa au sujet de l'âge du monde, une donnée que j'envisage avant tout comme une chronologie biblique, une référence à la chronologie biblique, sans nécessairement que cela lui attribue une valeur historique ou scientifique, car je mets en garde toujours contre ce qu'on appelle le concordisme, c'est-à-dire de mélanger les données de la révélation avec des données scientifiques. J'ai reçu de nombreux retours soulignant l'importance de prendre au sérieux les objections formulées à l'encontre du récit scientifique dominant. Eh bien, la vidéo que je vous propose aujourd'hui, présentée par son auteur, me semble offrir une prise de position intéressante et de nature à éclairer le débat, ou du moins de le raviver. Chacun est bien sûr libre de se forger sa propre opinion. Merci à Véronique pour cette contribution aussi passionnante que stimulante. Bonne écoute et continuez de débattre si vous le souhaitez dans les commentaires. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonjour mes frères et sœurs. Je fais cette vidéo pour vous partager mes recherches que j'ai faites par rapport à la théorie de l'évolution. Puisque moi je me suis convertie par la lecture de Maria Valtorta. Et dans cette œuvre, Jésus dit clairement que la théorie de l'évolution est complètement fausse. Et que nous sommes les descendants d'Adam et Ève qui ont été créés il y a 6000 ans réellement. Et j'avoue que la lecture de cette œuvre a changé beaucoup de choses dans ma représentation du monde, mais que c'est ça la chose qui a été la plus difficile pour moi. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit à Jésus, moi je veux bien croire, changer mes croyances sur plein de choses, mais ça quand même... je peux pas croire n'importe quoi, moi je suis une scientifique, voilà. Et du coup j'ai gardé ça dans un petit coin de ma tête, en demandant aussi à l'Esprit Saint de m'éclairer pour réussir à comprendre cette contradiction totale. Et ensuite j'ai lu Luisa Picaretta, et alors là, même chose, rebelote. Donc là j'ai commencé à faire des recherches plus sérieuses pour comprendre qu'est-ce qui se passe sur ce sujet. Et là, donc, je vous propose de vous faire un petit compte-rendu de mes recherches, sachant qu'elles ne sont... C'est pas du tout un compte-rendu exhaustif, puisqu'il y a énormément de choses, mais vous donner des éléments pour ceux qui sont comme moi, qui se retrouvent face à cette interrogation et qui n'ont pas forcément le temps d'aller fouiller dans les livres, dans les conférences et tout ça pour faire la part des choses. Et donc dans cette vidéo, je m'adresse plus particulièrement aux chrétiens. Bon, elle est ouverte à tous, mais c'est vrai que, puisque je vais parler aussi du récit biblique, et aussi je voudrais donner comme avertissement le fait que vous risquez, si vous croyez encore à la théorie de l'évolution, de vous trouver face à quelque chose qui est très dur à gober d'un coup, parce que c'est un vrai changement de paradigme. C'est-à-dire que c'est un renversement sur la façon de comprendre une grande partie de notre monde. Donc, ça va pas être facile si c'est le cas. Donc, je vous invite vraiment à ouvrir votre intelligence, à laisser rentrer ça, et puis quitte à faire un tri après. Mais ça demande un peu une ouverture si on croit encore à la théorie de l'évolution. Alors, petit rappel sur ce que c'est que la théorie de l'évolution. Cette théorie, elle nous dit qu'il n'y a pas d'espèces. En fait, les espèces animales ou végétales sont une construction mentale pour qu'on représente le monde. Mais en fait, il n'y a que des individus qui sont en constante évolution. Cette évolution, elle se fait par le hasard. Il n'y a pas de finalité dans cette évolution. C'est des changements qui se font au hasard. Et ensuite, la sélection naturelle vient petit à petit sélectionner les plus aptes et éliminer ceux qui sont les moins adaptés. Et que cette évolution, elle se fait du plus simple au plus complexe. En fait, derrière, il y a la notion de progrès.
hein. Avant, c'était très archaïque et puis on va vers du plus en plus sophistiqué. Alors Darwin, il s'est basé par exemple sur des pinsons qu'il a vus dans des îles et il a vu que les formes de bec étaient très différentes d'une île à l'autre. Et parce que d'une île à l'autre, on a un environnement bien différent. Et donc, les pinsons se sont quelque part adaptés à ces environnements différents. Et donc, c'est une preuve qu'il y a une évolution des animaux. Donc, à partir de ça, il a construit l'arbre de l'évolution. Alors là, on a une représentation de l'arbre de l'évolution qui est moderne. Donc on voit que on est parti d'une cellule, Lucas, qu'on a appelée Lucas, qui s'est créée toute seule à partir d'une soupe. Et de cette cellule, qui s'est plus progressivement complexifiée, sont sortis toutes les individus actuels, puisqu'il n'y a pas d'espèces. Voilà. Alors pour que cette théorie fonctionne, il faut qu'il y ait beaucoup de temps, puisque pour passer par exemple d'une cellule à un poisson, il y a beaucoup de transformations, donc il faut beaucoup de temps. Donc au fur et à mesure de notre histoire récente, on a daté l'âge de la Terre et de l'univers de plus en plus vieux pour que cette théorie puisse fonctionner. Donc aujourd'hui, on date l'univers de 15 milliards d'années, que la vie est apparue il y a 3,8 milliards d'années et que l'homme moderne est apparu il y a 300 000 ans. Alors, pour ceux qui croient encore à la théorie de l'évolution, je vais vous donner quelques éléments pour commencer à ébranler les certitudes que vous avez peut-être sur ce sujet. Alors d'abord, évolution. Donc, qu'est-ce que l'évolution dans la théorie de l'évolution? Alors le problème, c'est que c'est un terme qui n'est pas défini. Et en science, la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence par définir les mots pour savoir de quoi on parle. Et en fait, si on creuse le sujet, on se rend compte que ça regroupe deux sortes d'évolution, la microévolution et la macroévolution. Alors qu'est-ce que c'est que la microévolution? C'est l'évolution à l'intérieur d'une même espèce. Comme par exemple les pinsons de Darwin, ça c'est de la microévolution parce qu'ils ont des becs différents, mais c'est tous des pinsons. Ils ne sont pas devenus autre chose. Voilà. Donc ça c'est aussi la théorie de Mendel, qui est un peu un des pères de la génétique, qui a étudié les petits pois et comment les couleurs des petits pois, elles changent selon comment on les apparente et tout ça. Mais enfin c'est toujours resté des petits pois. Et donc, cette évolution, elle se fait à l'intérieur de certaines limites, qui sont les limites de l'espèce, en fait. Par exemple, les chiens. Les chiens, il y a une diversité dans les chiens qui est énorme. Et pourtant, c'est tous des chiens. Et cette micro-évolution n'a rien à voir avec la macro-évolution, qui est l'évolution, donc, entre espèces différentes. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'incohérences dans la construction de cet arbre de vie. Par exemple, il y a certaines fonctions qui vont se retrouver sur des branches bien différentes, comme le vol par exemple, qui est à la fois le propre des insectes, des oiseaux ou des chauves-souris qui sont des mammifères et qui pourtant sont censés avoir évolué parallèlement. Et puis, il y a la question des chaînons manquants, puisque pour passer, par exemple, du poisson au reptile, on imagine qu'il y a plein de formes intermédiaires, puisque ça se fait très très lentement et tout ça. Or, jusqu'à présent, on n'en trouve pas. Darwin, quand il a sorti son livre sur l'origine des espèces, il a dit lui-même, le nombre de variétés intermédiaires qui auraient existé autrefois sur la Terre doit être vraiment immense. Pourquoi donc une formation géologique et toute strate ne sont-elles pas pleines de ces chaînons? Il est certain que la géologie ne révèle pas une telle chaîne organique parfaitement graduée, et c'est peut-être l'objection la plus obvie et la plus sérieuse qu'on puisse faire à ma théorie. Et il pensait qu'à force de chercher, on allait en trouver des fossiles, et le problème c'est qu'on n'en trouve pas.
Et aussi, on n'en observe pas dans notre vie actuelle. On ne voit pas d'animaux, par exemple, qui sont une transition entre deux espèces. On ne voit pas d'organes nouveaux qui apparaissent. On ne voit pas d'organes qui sont en train d'apparaître et qui seraient un peu formés, mais pas complètement. Et on ne voit pas d'organes vestiges. Puisque ce qu'on avait décrété être des organes vestiges, eh ben, les recherches nous montrent que ce n'en sont pas. Par exemple, l'appendice. On enlève facilement l'appendice quand on a l'appendicite parce qu'on a décrété que ça ne servait à rien. Or, les recherches montrent que l'appendice joue un rôle dans plusieurs domaines, dans l'immunité, dans la mémoire du microbiote intestinal. Voilà, il y a un rôle très important. Et dans les fossiles, ces chaînons manquent toujours. Alors, je vous donne comme exemple le livre de Harun Yahya, qui est un musulman, qui a sorti un énorme atlas de la création quand il s'est rendu compte que la théorie de l'évolution était fausse. Et comme c'est un monsieur qui avait beaucoup d'argent, il a distribué cet atlas un peu partout, dans les écoles, dans les facs, les institutions. Et dans cet atlas, il y a plein de photos des fossiles. Et à chaque fois, il met en parallèle une photo du même animal actuel. Et il montre qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Sauf évidemment si c'est une espèce disparue. Dans ce cas-là, on n'a pas l'exemple actuel. Mais pour toutes les espèces qui n'ont pas disparu, il n'y a aucune différence. Et donc comment expliquer que sur des millions d'années, soi-disant, qu'il n'y ait aucune évolution? Un exemple, c'est le sélacanthe. C'était un animal qui aurait disparu il y a 66 millions d'années et qui aurait été la transition entre le poisson et le reptile, donc un chaînon manquant. Et aujourd'hui disparu. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, il y a des pêcheurs qui ont pêché le sélacanthe depuis 1998, qui vit dans les profondeurs en fait, et qui est en fait exactement le même que les fossiles, qui montre qu'il n'y a eu aucune transition puisque ce sont des poissons qui n'ont pas de poumons, qui ont un petit cerveau et qui ont des nageoires inférieures qui n'ont rien à voir avec des pattes. Et on peut se poser aussi la question, ce sélacanthe, pourquoi depuis 66 millions d'années ou 70 millions d'années, pourquoi est-ce qu'il n'a plus laissé de fossiles puisqu'il existe toujours? C'est bizarre. Et pourquoi les sélacanthes vivants, ils n'ont pas évolué depuis 66 millions d'années? Bon, je peux vous donner un autre exemple, c'est l'Archéoptérix, qui était considéré comme un chaînon manquant, un intermédiaire entre reptiles et oiseaux. Et le problème, c'est qu'on en a retrouvé des vivants, et qu'en fait, ils correspondent pas du tout à ce qu'on avait pensé. En fait, c'est un animal qui vole, qui a une température constante, qui a un système digestif de type ruminant, qui a des griffes sur ses ailes avec lesquelles il peut grimper, qui a un cri qui n'a rien à voir avec les oiseaux, qui en plus sait nager. Enfin bon, donc on l'a dit que c'est un orphelin évolutif. En fait, on ne sait pas où le caser. Alors, je vous donne aussi l'exemple de l'ornithorynque, qui est quand même assez génial. Merci mon Dieu d'avoir fait des animaux comme ça pour nous montrer à quel point nos théories sans toi sont aberrantes. Donc, l'ornithorynque, il est assez inclassable parce qu'il a bec de canard, pattes avant palmées, mais il a des poils. Et il a une queue plate comme le castor. Il a une ceinture scapulaire comme les reptiles, mais c'est un animal à sang chaud. C'est un mammifère puisqu'il allait de ses petits, mais pourtant, il pond des œufs. Il a du venin comme une vipère. Et il a une seule ouverture ventrale, il a 10 chromosomes sexuels. Bref, on voit pas le lien avec d'autres animaux, ou bien alors trop de liens avec plein d'animaux. Voilà, donc on a dit du coup qu'il s'est séparé des autres il y a très 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 longtemps, quoi.
Alors maintenant, je vais aborder un point qui est complètement lié avec la théorie de l'évolution, c'est la géologie. Alors moi-même, j'ai travaillé pendant des années avec un géologue et donc j'ai eu du mal à accepter que la base théorique de la géologie est sérieusement à remettre en cause. Et il y a ce qu'on appelle l'échelle stratigraphique, c'est-à-dire le principe, c'est que les couches qui sont les plus profondes sont les plus anciennes. Ça paraît logique. C'est-à-dire que ça s'est déposé tout doucement, au fur et à mesure, et que donc, au fond, c'est plus ancien. Et on peut faire une échelle comme ça, où on a, pour chaque période, les types de fossiles qu'on retrouve et qui sont caractéristiques de cette période. Alors, selon cette logique, qui est la logique actuelle, on va trouver des aberrations, en fait, qui sont assez énormes. Alors, une première aberration que je vous propose, c'est les troncs polystrates. C'est-à-dire que c'est des troncs d'arbres qui sont fossilisés et qui se retrouvent verticaux, donc à traverser plein de strates, ce qui voudrait dire que le bas du tronc par rapport au haut du tronc a plusieurs millions d'années de différence. Et que donc ce tronc, cet arbre, s'est fossilisé sur des millions d'années. Mais comment est-ce possible ? Parce qu'un arbre mort qui est à l'air comme ça, on le voit bien, il est attaqué par les champignons, par les bactéries, il est dégradé. Et donc on ne comprend pas comment est-ce possible que des troncs se soient fossilisés sur des millions d'années. Alors il y a d'autres mélanges bizarres qu'on peut trouver. Par exemple, il y a des endroits où on trouve des fossiles d'animaux terrestres qui sont mélangés avec des animaux volants, bon, ça encore, mais aussi avec des animaux marins, dans la même roche, au même endroit. Comment est-ce possible ? On ne voit pas. On a par exemple aussi des plantes à fleurs qui sont censées être apparues il y a 100 millions d'années, qu'on retrouve dans des gisements de charbon qui, eux, datent de 100 000 millions d'années. Comment est-ce possible ? Et alors, en ce qui concerne les traces d'humains, on en trouve beaucoup qui ne sont pas à leur place. Par exemple, on trouve des os humains qui sont fossilisés dans des strates qui sont bien, bien antérieures à ce que la théorie de l'évolution dit sur l'apparition de l'homme. Et ça, c'est pas à un seul endroit, c'est à plusieurs endroits. Alors, on trouve aussi, des fois, des outils qui sont censés avoir plusieurs millions d'années, bien avant l'homme, parce qu'ils sont encastrés ou fossilisés dans des roches qui sont datées de plusieurs centaines de millions d'années. Voilà, je vous ai mis l'exemple d'un marteau pétrifié dans du calcaire. On trouve aussi des pas humains fossilisés, des empreintes de pas, dans des roches qui datent de plusieurs millions d'années. Comme ici, par exemple, je vous ai mis un exemple en Tanzanie. On peut même trouver des empreintes de chaussures fossilisées de 500 millions d'années. C'est assez bizarre. Bon, tout ça, ça fait l'objet de publications. C'est le moulinet de la rivière Télicou. Donc c'est un moulinet de canne à pêche qui a été retrouvé encastré dans une roche qui date, d'après cette théorie, de 300 millions d'années. Alors ce moulinet, il a été breveté au 19e siècle, donc c'est bizarre. On a même trouvé une capsule de bière qui était à l'intérieur d'un nodule de ferromanganèse qui datait de plusieurs centaines de milliers d'années, et on a même pu identifier la marque de cette bière. Après, je vous propose maintenant de vous intéresser aux dinosaures, parce que les dinosaures, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Alors, d'après la théorie de l'évolution, ils ont disparu il y a à peu près 66 millions d'années. Il y a des endroits où on trouve des traces de pas fossilisés de dinosaures en même temps
que des traces de pas humains. Là, je vous ai donné un exemple au Texas, mais c'est loin d'être le seul. En fait, à plusieurs endroits sur la planète, on trouve ce type de fossiles. Les dinosaures qui ont plusieurs millions d'années, l'homme qui a 300 000 ans. Alors, on a retrouvé aussi au Mexique une série de statuettes, plus de 30 000 statuettes en argile et certaines en pierre taillée. Et parmi ces statuettes, on en a au moins à peu près 5 000, je crois, 3 ou 5 000, je ne sais plus, qui représentent des dinosaures. Or, quand on a daté ces statuettes, on a vu qu'elles dataient d'au moins 2000 ans, ou en tout cas quelques milliers d'années, entre 1000 et 5000 ans. Alors, comment l'homme a pu réaliser des statuettes de dinosaures il y a quelques milliers d'années? Puisque s'ils ont disparu à 66 millions d'années, comment pouvaient-ils avoir connaissance de l'existence des dinosaures? Et dans ces statuettes, on retrouve certains dinosaures qui n'ont été découverts que bien après la découverte de ces statuettes. Par exemple, le brachiosaure, l'iguanodon, les brontosaures à épines dorsales. On ne savait pas, quand on a découvert les statuettes, on ne savait pas qu'ils existaient, ces dinosaures. Et voilà aussi des statuettes d'humains qui se battent avec des dinosaures. Autre élément que nous donnent les dinosaures, ce qui est incroyable, c'est qu'on a retrouvé des tissus mous de dinosaures, c'est-à-dire encore élastiques. On a pu identifier même des vaisseaux sanguins, des cellules sanguines de dinosaures. Comment est-ce possible? Si les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années, comment des tissus mous peuvent-ils se conserver aussi longtemps? On a même séquencé le collagène de ces tissus mous. Et la datation au carbone 14 nous montre qu'il reste du carbone 14 dans ces éléments, ce qui montre qu'ils ne peuvent pas dater de plusieurs millions d'années, c'est pas possible. Ils sont récents, ils sont forcément récents. Alors après, datation exacte, c'est pas facile, mais ils sont forcément beaucoup plus récents que ce que dit la théorie de l'évolution. Voilà, j'espère que je vous ai pas perdu. Et maintenant, je vous propose de survoler ces histoires d'hominidés. Puisque si nous descendons du singe, il y a forcément des intermédiaires entre le singe et l'homme. Et on a retrouvé des fossiles, nous dit-on, qui montrent ces intermédiaires, donc les hominidés. Le problème, c'est que ces chaînons, il manque toujours, et que par contre, là aussi j'ai été très étonnée, on trouve des faux. Beaucoup de faux. Par exemple, le premier c'était le Pithecanthrope, 1891. Donc on a retrouvé une calotte crânienne, 2 dents et un fémur. On a appelé que c'était Homo erectus. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte que, en fait, il y avait une 3e dent qui était humaine, qu'on n'a pas mis avec, qu'il y avait une grande distance entre ce fémur et ce crâne, que dans cette distance, il y avait de nombreux restes animaux, et que donc ça avait été reconstruit de manière fictive et frauduleuse. Parce qu'en fait, il y a une gloire humaine à trouver. Pour celui qui trouve le chaînon manquant, il va avoir une grande gloire humaine. D'où toutes ces reconstructions frauduleuses. Il y a l'homme de Piltdown. Donc ça, 1912, c'est des bouts de crâne qui ont été retrouvés et qui étaient soi-disant un chaînon intermédiaire. Mais en fait, c'était une fraude avérée qui a été identifiée, reconnue. Le faussaire a été identifié.
Ce sont des crânes là qui ont été faits à partir de singes modernes. Et pourtant, l'homme de Piltdown a été maintenu comme exemple pendant 40 ans dans les manuels scolaires. Pourquoi? L'homme de Pékin, pareil. Alors c'est un endroit où on a retrouvé 40 calottes crâniennes ensemble, tous percés à l'arrière d'une même façon. Il y avait des traces de feu, des outils. Il y avait aussi plein d'os qui étaient séparés, brisés. Et en fait, on s'est rendu compte que non, ce n'était pas un hominidé, mais c'était des restes de singes qui avaient été décapités pour être mangés. Alors Lucie, notre ancêtre Lucie, même Yves Coppens, il a reconnu qu'elle a absolument rien à voir avec l'homme. D'abord, c'est un squelette qui a été fait d'espèces distinctes qui ont été mélangées. Et ensuite, tout ce qui est bassin et tout ça nous montre que elle peut pas se tenir debout. C'était un singe. Donc c'est une supercherie qui figure toujours dans les manuels scolaires après 50 ans jusqu'à aujourd'hui. Même là, c'est un timbre. Et pourquoi? Pourquoi? Alors bon, il y a aussi l'homme de Florès, qu'on dit le Hobbit. C'est un petit squelette et il y a plusieurs anormalités. Donc est-ce que c'est une maladie ou est-ce que c'est une espèce différente? Et en tout, on a trouvé aussi 14 autres spécimens du même style. Et en fait, c'est sur une île avec les pygmées. Et actuellement, les pygmées, ils font 1,45 m en moyenne. Et il y a plusieurs personnes qui ont reconnu que ces squelettes, en fait, devaient être le résultat d'une anomalie congénitale, issue d'une population Homo sapiens de petite taille. Rien à voir avec le singe. Bon, je vous passe tous les autres exemples, en fait. Ah, voilà, l'homme du Nebraska, c'était une dent, mais qui s'est avérée être une dent de cochon. Bon, etc., etc. En fait, il n'y en a aucun qui tient la route. Et l'homme de Néandertal. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il en est de l'homme de Néandertal? Alors, le premier qui a été retrouvé, il s'est avéré, en fait, qu'il avait de l'arthrite. D'où le fait qu'il était voûté. Que ses dents ont montré qu'il a grandi lentement et qu'il a vécu vieux. Il avait l'os qui permet la parole que seul l'homme a. En fait, il était totalement humain. L'homme de Néandertal, comme Cro-Magnon ou comme l'homme de Denisova, s'avère être notre frère humain. Voilà, là je vous ai mis 2 citations, vous pouvez les lire, faites un arrêt sur image. Et par exemple dans Nature, en 2014, Bernard Wood reconnaît que malgré les fossiles trouvés et les techniques d'analyse de ces 50 dernières années, il n'y a toujours aucune hypothèse plausible pour l'origine du genre Homo. Alors maintenant qu'on a ébranlé un peu certaines certitudes, je vous propose de regarder l'exemple de l'explosion du mont Sainte-Hélène en 1980. En 1980, le mont Sainte-Hélène, un volcan des États-Unis, a explosé. Il détruisit une immense forêt voisine et déclencha un raz-de-marée dans un lac proche, le lac Spirit. En quelques heures, 200 mètres de sédiments se déposèrent et formèrent des roches en se desséchant. Des roches avec leurs strates. Suite à l'explosion, la poussée d'énormes quantités de boue creusa un canyon à travers les roches avoisinantes, un canyon de plus de 30 mètres de profondeur et de 60 de large. Donc cette explosion du mont Sainte-Hélène, qui a été énorme, a laissé énormément de sédiments en quelques heures et
Ensuite, il y a un canyon qui s'est formé par le déversement d'un lac qui s'était formé, qui fait 30 mètres de profondeur, plus de 60 mètres de large, et où on voit les strates sédimentaires de la même façon qu'on les voit partout dans nos paysages ou dans le Grand Canyon ou autre. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Ghiberto, qui a étudié la sédimentologie. Et là, je vais vous montrer, pareil, un extrait je crois que c'est du même documentaire, qui vous montre ses expériences. Alors là, on le voit verser un mélange de grains noirs et de grains blancs qui n'ont pas la même taille. Et donc, on voit qu'ils se répandent irrégulièrement en laminés. En observant le dépôt de sédiments entraîné par un courant d'eau circulant dans un canal à parois transparentes, il a constaté que lorsque la vitesse diminuait, les grosses particules sédimentaires se déposaient seules, tandis que lorsqu'elle augmentait, des laminets se formaient. Ainsi, le granoclassement répétitif, qui caractérise les strates, n'est pas obligatoirement, comme l'ont cru les géologues, l'effet de couches successives, mais il peut être aussi bien l'effet des variations de vitesse, du courant d'entraînement des sédiments. L'épaisseur des strates est fonction du changement de transport solide qui survient dans un écoulement graduellement varié. Le dépôt séché à l'air d'un delta très simple montre les caractéristiques distinctes de la stratification en termes de superposition de strates de sable fin en blanc et de strates de sable grossier en noir. Une section transversale est taillée dans le delta afin d'identifier les caractéristiques principales du dépôt formé à débit constant sous une alimentation continue du mélange hétérogranulaire. La coupe transversale montre une superposition distincte de strates de particules fines en blanc et de grosses particules en noir. En regardant la coupe des strates superposées, on serait tenté de conclure que ces strates correspondent à des couches sédimentaires successives, résultant de périodes sédimentaires discontinues, que chaque strate est plus vieille que celle qui la recouvre, et plus jeune que celle qu'elle recouvre, et que chaque strate est de même âge en tout point. Tout a été filmé et peut être vu librement. Ces expériences confirment un fait vital pour l'histoire de la sédimentologie. Les strates ne donnent aucune indication d'âge. Donc vous voyez que ces observations, au Mont Sainte-Hélène par exemple, et ces expérimentations par Ghiberto, nous montrent que un sable ou des sédiments qui sont emportés par un courant, ils se déversent en couches bien séparées selon leur granulométrie, c'est-à-dire selon la grosseur des grains. Et que le profil dépend surtout de la vitesse du courant. Et les joints entre strates, qui dans la théorie actuelle de géologie sont censés être des périodes où la mer s'est retirée, par exemple, en fait, ils proviennent du dessèchement des sédiments. Donc, les strates que nous observons ne donnent aucune indication d'âge, ou plutôt, elles donnent l'indication qu'elles sont toutes du même âge. Alors maintenant, encore un autre sujet, si vous tenez toujours le coup, qui est la formation des fossiles. Comment les fossiles se forment-ils? Alors, l'explication qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est un dépôt très lent. Mais bon, on ne sait pas par quel mécanisme. Hein, voilà, l'animal est enfoui. Et puis ensuite, voilà, ça se fossilise et voilà. Mais on ne l'a jamais expérimenté, on ne l'a jamais observé. En fait, ce qu'on observe, c'est qu'un organisme qui meurt au sol ou au fond de l'eau, il est décomposé, il est dégradé. Et il ne reste rien, en fait, avant qu'il soit recouvert. Il y a autre chose d'étrange, c'est que les fossiles, il y en a qui sont en pleine action.
comment ils peuvent être en pleine action si c'est un truc qui s'est fait très 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 lentement après leur mort et tout. Regardez ce poisson qui mange un autre poisson. Là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a deux dinosaures, un petit et un grand, qui sont visiblement en train de se battre. Il y a la patte du petit qui est dans la mâchoire du gros. Là, deux dinosaures aussi, on ne sait pas. Peut-être qu'ils étaient en train de se battre, ou en tout cas ils se retrouvent tous les deux bien enchâssés. Il y en a un qui est en train de manger le bras de l'autre. Là, c'est une dinosaure qui est en train de mettre bas son petit. Et puis, il y a aussi la question des animaux à corps mou qui ont été fossilisés, comme les méduses. Hein. Les méduses, il n'y a rien de plus mou, ça se dégrade tout de suite. Il n'y a aucun os, c'est que de la chair très légère. Voilà, un fossile de méduse. Voilà, un autre fossile de méduse sur le côté. Voilà, on voit tous les détails de ces tentacules, non, je ne sais pas comment on appelle ça. Une sorte de petite pieuvre. Là aussi, on voit tous les détails du corps mou qui ont été fossilisés. Donc en fait, les fossiles, ils nous montrent qu'ils ont été logiquement fossilisés rapidement, qu'ils ont été enterrés rapidement, qu'il y a eu par-dessus eux un dépôt rapide de sédiments, que ça s'est fait dans l'eau, et que c'est un phénomène mondial, parce que les fossiles, on en trouve partout sur la Terre. Ça vous fait penser à quelque chose ? Au déluge universel. Alors après, vous allez me dire, oui, mais il y a quand même la datation par la radioactivité, ça c'est quand même des preuves. Alors, je vais rapidement aborder cette question. Et si on reprend l'exemple du mont Sainte-Hélène. Le mont Sainte-Hélène, ils ont fait analyser des roches, 3 sortes de roches. Eh bien, ça a été daté entre plusieurs centaines de millions d'années ou jusqu'à 2,8 millions d'années. Or, c'est une explosion qui a eu lieu en 1980. On va regarder comment ça fonctionne. En fait, le principe, c'est qu'il y a un corps A qui est parent, qui se décompose en corps B qui est fille, en dégageant de la radioactivité. Et que, au fur et à mesure du temps, ça se décompose de plus en plus jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'éléments parents. Et quand on regarde le taux de l'élément parent, par exemple, on va pouvoir en déduire depuis combien de temps c'est en train de se décomposer, quel âge a l'échantillon. Alors le problème, c'est que ça se base sur 3 hypothèses implicites qui n'ont jamais été vérifiées. La première hypothèse, c'est que par exemple, quand le volcan explose, que le taux initial d'éléments filles est 0. C'est-à-dire qu'au départ, il n'y a que l'élément parent. Il n'y a pas l'élément fille. Par exemple, il n'y a que du potassium, il n'y a pas d'argon. Jamais vérifié. Deuxième hypothèse, que cette transformation, elle se fait toujours au même rythme, quelles que soient les conditions extérieures. Or, ça, le peu qu'on a vérifié, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans un courant d'eau, ça élimine, alors je ne sais plus si c'est l'élément fille ou parent, mais il y a une forte variation. Troisième hypothèse, que pendant toute cette période, il n'y a pas d'apport d'éléments filles ou parents, ni de retrait d'éléments filles ou parents. Jamais vérifié. Alors c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, donc je vais vous donner l'image que donne Dominique Tassot dans ses conférences. C'est un peu comme une maison abandonnée où il y aurait une chandelle à l'intérieur. Vous rentrez dans la maison abandonnée, vous trouvez une chandelle et vous cherchez à en déduire quand est-ce que les gens ont fui cette maison. Alors le problème, c'est que si vous mesurez la bougie, vous ne savez pas au départ quelle était la taille de la bougie, si elle était grande ou petite. Vous ne savez pas si elle a brûlé de manière constante ou s'il y a des moments, par exemple, où il y a eu des courants d'air et où elle a descendu plus vite. Vous ne savez pas à quel moment ils ont allumé la bougie. Est-ce que c'était bien avant de quitter la maison ou c'était juste au moment de quitter la maison? Voilà. Voilà ce que valent ces 3 hypothèses non vérifiées. Et ce que je peux rajouter, c'est qu'en plus,
On ne sait pas dater les roches sédimentaires, les roches dans lesquelles il y a les fossiles. Donc ce qu'on fait, on va chercher une roche volcanique qui est pas trop loin, la moins loin possible. Et puis c'est cette roche-là qu'on va dater pour en déduire l'âge des roches sédimentaires. Ça aussi, c'est un peu un problème, non? Et que les coefficients qui ont été choisis pour ça se sont basés sur les mêmes datations longues. Donc ça, c'est un raisonnement circulaire. Et que selon les labos, ça c'est concret, c'est de la pratique, selon les labos, les résultats sont très variables. Et que la coutume, enfin l'habitude des chercheurs est d'envoyer à 3 labos différents et de garder les résultats qui collent le mieux avec ce qu'on veut démontrer. Alors je vous donne un autre exemple, ça c'est sur la datation potassium-argon à Hawaï. Donc c'est une éruption qui a eu lieu il y a 200 ans. Et la datation de la roche donne 22 millions d'années. Donc, récapitulons. À ce stade, on voit qu'on a beaucoup d'incohérences par rapport à la théorie actuelle et qui, par contre, par rapport au récit biblique, trouve une explication tout à fait simple. Alors, tout petit rappel à la louche du récit biblique, c'est que Adam et Ève auraient été créés il y a environ 6000 ans. Le déluge universel aurait eu lieu il y a environ 4000 ans. Et puis Jésus-Christ qui vient sur Terre il y a 2000 ans. Alors on a vu que les espèces étaient très stables, ce qui est en cohérence avec la création. Dans Genèse 1, on a 7 fois répété, chacun selon son espèce. On a vu que les hominidés intermédiaires entre le chimpanzé et l'homme étaient tous faux. Et ça aussi, c'est en cohérence avec la création de l'homme racontée dans Genèse 1 et 2 et avec le déluge universel. Ensuite, on a toutes les incohérences géologiques dont je vous ai donné des exemples. On a l'exemple du mont Sainte-Hélène. On a toutes les expériences de sédimentologie et la problématique de la formation des fossiles. Tout ça, c'est en grande cohérence avec le déluge universel. Et on a aussi les dinosaures, donc qui auraient cohabité depuis la création jusqu'au déluge universel avec l'homme. Alors à propos du déluge universel, je veux vous rajouter quelques éléments qui sont que dans plus de 700 peuples sur Terre, il y a une légende qui contient le déluge universel dans les cultures anciennes. C'est quand même énorme. Et un exemple rigolo, c'est que le mot bateau en chinois se dit navire de 8 personnes. Or, dans l'arche de Noé, il y avait 8 personnes. Noé, sa femme, ses 3 fils et les 3 femmes de ses fils. Alors maintenant, je vous invite à venir voir ce qui se passe du côté de la génétique, puisque c'est un des grands arguments de la théorie de l'évolution, comme quoi on aurait la preuve dans la génétique. Alors une des choses qu'on nous dit beaucoup, c'est que l'ADN de l'homme ressemble à celui du singe, enfin du chimpanzé, à 98-99%. Donc c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Mais en fait, depuis qu'on séquence de manière complète l'ADN de l'homme et l'ADN du singe, on a vu que les différences étaient beaucoup plus importantes. Et il y a une étude qui a été publiée dans Nature qui dit que c'est 84 à 86% de points communs. Donc on commence à avoir une différence qui est plus importante. Et sachez aussi que nous n'avons pas le même nombre de chromosomes qu'avec les chimpanzés. Mais bon, si on est sur 84-86%, vu les mutations génétiques qu'il y a dans chaque génération, en fait, pour pouvoir arriver à une évolution du chimpanzé à l'homme, il faudrait 260 millions d'années, alors que la théorie de l'évolution dit qu'il n'y a que 6,5 millions d'années entre le chimpanzé et l'homme. Donc là, il manque quelques dizaines, centaines de millions d'années.
Et puis, la construction de ce fameux arbre de vie, hein, l'arbre de généalogie des espèces, en fait, selon les gènes qu'on utilise pour construire cet arbre, eh ben, on n'obtient pas du tout le même arbre, hein. C'est-à-dire qu'il y a un manque de cohérence totale. Et il y a de plus en plus de chercheurs qui reconnaissent que c'est la construction de ces arbres est un casse-tête chinois impossible. Là, je vous ai mis des citations que vous pouvez regarder en mettant sur pause. Alors, un des arguments, c'est de dire que l'évolution a lieu par des mutations génétiques. Donc, vous savez, une mutation génétique, c'est un changement sur le code de l'ADN. Alors, les évolutionnistes, ils ont mis en place une expérience pour montrer ça. C'est l'expérience de Lenski, qui a démarré depuis 1988 avec une bactérie, Escherichia coli, qui se multiplie très vite, c'est ça l'avantage, et qui donc nous donne rapidement des exemples d'évolution. On en est à peu près 80 000 générations, et puis ils les mettent dans des conditions, des environnements différents, pour observer justement ces mutations et comment cette bactérie, elle évolue. Alors ils ont obtenu, après 3500 générations, une souche qui s'est mise à consommer du citrate en milieu oxygéné. Donc là, ils se sont dit, ça y est, enfin, on a la preuve que les mutations peuvent engendrer des améliorations et que donc, pourquoi pas, ces mutations pourraient aussi faire apparaître de nouveaux organes, de nouvelles espèces. Sauf qu'il y a une contre-expérience qui a été menée et qui montre que cette capacité d'assimiler du citrate en milieu oxygéné, elle a pu être acquise beaucoup plus rapidement en changeant les conditions dans lesquelles étaient cultivées ces bactéries, et que on ne peut pas du tout appeler ça une amélioration génétique ou quelque chose de nouveau. En fait, c'est plutôt une perte de capacité, une dérégulation sur des gènes qui sont déjà existants. Donc il n'y a pas de choses nouvelles créées génétiquement. En fait, on n'a jamais observé de mutation positive au sens qu'elle amène à la création d'une nouvelle protéine qui permet une nouvelle capacité. Par exemple, on a dit « les moustiques qui deviennent résistants aux insecticides, c'est une preuve d'évolution par mutation. » En fait, on a montré que ces mutations sont là aussi une perte de fonction, qui fait que en fait, la molécule d'insecticide ne peut pas se fixer, mais c'est en même temps une perte de capacité pour le moustique en question. Quand on le remet dans un milieu naturel, il a des déficiences par rapport aux autres. C'est ce que John Sanford a appelé l'entropie génétique. Vous savez ce que c'est que l'entropie ? L'entropie, c'est le fait qu'il y a toujours plus de désordre, les choses se décomposent, les choses se refroidissent, les choses vont du complexe au simple. Voilà. Et alors on pensait que oui, mais dans la vie, c'est différent. Dans la vie, c'est au contraire, on va du simple au complexe. Hein, c'est toute la théorie de l'évolution. Et en fait, non, John Sanford, il montre que notre ADN ne fait que se dégrader lentement au cours du temps. Donc finalement, on n'a pas une évolution, mais l'inverse, une dévolution. Par exemple, si on regarde à une échelle globale, on a une diminution du nombre d'espèces animales ou végétales. On n'a pas d'apparition d'espèces animales ou végétales. Et au regard de la vitesse de dégradation de notre ADN, c'est-à-dire des mutations qui interviennent à chaque génération, on se rend compte qu'on ne peut être que récent. Puisque si on était aussi ancien que le dit la théorie de l'évolution, c'est-à-dire qu'on remonterait à 300 000 ans, notre ADN serait aujourd'hui complètement dégradé. Alors il y a un autre ADN qui est intéressant, c'est l'ADN des mitochondries. Parce que dans chaque cellule, en fait, nous avons ces petits organismes qui sont des mitochondries, qui ont leur propre gène, leur propre ADN, et qui servent, qui sont un peu comme l'usine énergétique des cellules. Et alors, les mitochondries
elles sont transmises par la mère, puisque c'est dans l'ovule qu'il y a des mitochondries, et après c'est à partir de ça que les cellules se divisent et donc se répartissent les mitochondries. Donc on peut étudier cet ADN des mitochondries qui est plus simple, beaucoup plus simple que notre génome, donc beaucoup plus facile à étudier. Et quand on l'étudie sur différentes espèces, eh ben, on voit que l'âge de cet ADN est toujours le même à peu près. Donc toutes les espèces ont dû apparaître à peu près en même temps. Et que par contre, si on regarde entre espèces, il y a des différences très importantes dans cet ADN. Alors qu'à l'intérieur d'une espèce, les différences sont très faibles. Donc ça tente à montrer qu'il n'y a pas eu évolution d'une espèce à l'autre. Alors du coup, tous les chercheurs sont d'accord pour dire qu'on a un seul ancêtre femme, qu'on a appelé l'Ève mitochondriale. Tous sont d'accord. La seule chose où ils ne sont pas d'accord, c'est quand. Quand est-ce qu'elle est apparue? Et maintenant, en comparant les mutations sur l'ADN mitochondrial entre les individus, si on regarde là où la différence est la plus forte, où il y a le nombre de mutations le plus important entre deux individus, on peut en déduire le nombre de générations qu'il a fallu par rapport à un ancêtre commun, et on arrive au chiffre de 6000 ans à peu près. Alors, de la même façon, les chercheurs sont d'accord, quelle que soit leur croyance, qu'on a un père unique qu'on a appelé l'Adam Y. Parce que le chromosome Y se transmet uniquement d'homme à homme, de père à fils. Puisque vous savez que les femmes, elles ont XX comme chromosome sexuel et les hommes, ils ont XY. Alors là, c'est pareil. La question, c'est de quand il date ce père unique. Alors sur le chromosome Y, c'est plus compliqué à dater parce que le chromosome Y a beaucoup plus d'informations que l'ADN mitochondrial. Donc il y a eu des études qui ont estimé cet âge, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'études qui sont en raisonnement circulaire, c'est-à-dire qui partent du principe que la théorie de l'évolution est vraie, et que donc il a forcément quelques centaines de milliers d'années, voire plus, et puis pour arriver à la conclusion que il est ancien, vous voyez, ça s'appelle un raisonnement circulaire. Et il y a quelques études qui se basent sur des expérimentations, c'est-à-dire où on a mesuré aujourd'hui, entre père et fils et petit-fils, le nombre de mutations, et donc on peut en déduire un taux de mutation actuel. Et ces études-là, elles nous montrent que, en fait, Adam est beaucoup plus récent que ce que nous dit la théorie de l'évolution, même si c'est pas daté aussi précisément que par l'ADN mitochondrial. Donc maintenant, si on regarde notre arbre généalogique en fonction justement des différentes mutations sur nos différents chromosomes, donc là je rentre pas dans le détail des études, mais ça nous montre qu'on a eu une expansion primitive, explosive d'une petite population. Par exemple, si on regarde cet arbre, on voit que sur les flèches vertes, on voit que sur l'ADN mitochondrial, il y a 3 ancêtres récentes, femmes. Et à partir de ces 3 femmes, sont partis les grands groupes qu'on observe aujourd'hui, les grands groupes génétiques. Si on regarde sur le chromosome Y, en fait c'est pareil. On a trois ancêtres hommes récents qui dateraient de 2006 à 2002 avant Jésus-Christ à peu près. Voilà, c'est des datations approximatives. Et voyez, ces 3 ancêtres femmes et ces 3 ancêtres hommes nous font penser aux 3 fils de Noé et aux 3 femmes des fils de Noé. Que dit la biologie maintenant?
Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la théorie de la récapitulation de Haeckel. Donc, comme quoi le développement de l'embryon retrace le développement sur des millions d'années depuis la première cellule jusqu'à l'homme. Moi, personnellement, je trouvais ça génial comme truc. En fait, c'est un faux avéré aussi, complètement avéré. C'est-à-dire que Haeckel, il a transformé ses dessins pour que tous les embryons se ressemblent. Alors qu'en fait, voilà les photos des vrais embryons. Vous voyez que ça n'a pas grand-chose à voir. Ça n'a pas grand-chose à voir. Et aujourd'hui, la science nous a montré clairement depuis longtemps, et il y a eu des nouvelles vagues vers les années 97 pour redire que c'est une fraude scientifique. Et l'embryologie récente le montre, hein, que par exemple les traits, là, ça n'a rien à voir avec des branchies. Voilà, ça va former, je sais plus, l'oreille interne et je sais pas quoi. Enfin, ça n'a rien à voir. Et malgré ça, on continue à voir cette soi-disant théorie un peu partout, hein, même en 2010 en couverture de Nature. Voilà. Alors la biologie, elle nous dit aussi que on a un fonctionnement, chaque organe a un fonctionnement hyper complexe et il suffit qu'il y ait une petite chose qui dysfonctionne dans cet organe et l'organe en entier ne fonctionne plus. Par exemple, l'œil. Darwin lui-même disait « l'œil me donne la fièvre », puisque quand on voit cette complexité, on se dit comment ça a pu évoluer progressivement, de manière très lente. Tout se tient, quoi. Même si on prend par exemple la coagulation sanguine, ça paraît un phénomène simple, eh ben, il y a 20 à 30 étapes chimiques. Si une seule ne fonctionne pas, on en meurt. Et penser que tout ça est arrivé progressivement par le hasard, c'est quelque chose de difficile. On peut comparer l'information qui est contenue dans l'ADN humain, avec le nombre de lettres qu'il y aurait dans 1000 livres de 1000 pages, avec 3000 caractères par page. Et tout ça complètement cohérent. Et en plus, rangé en 3D, parce que l'ADN, elle met un quart d'heure pour se ranger en 3D, parce qu'elle est lue différemment selon comment elle est rangée. Tout ça qui est apparu par hasard et par une sélection progressive. Et puis aussi, si on y réfléchit, la vie est un cercle fermé. Vous voyez, l'ADN produit de l'ARN qui ensuite va être lu pour produire des protéines. Mais pour faire tout ça, il y a besoin de tout un travail de décodage, de réparation, de stockage, de transcription, d'assemblage, de protection. Et tout ça, c'est fait par qui? C'est fait par des protéines. Des centaines de protéines. Mais ces protéines, elles viennent d'où? Elles viennent de l'ADN qui s'est transformé en ARN pour donner les protéines. Donc, c'est un cercle fermé. Comment ça a pu évoluer tout doucement, progressivement? Tout se tient. Bon, alors si on récapitule cette deuxième étape. À cette deuxième étape, on voit que l'ADN humain est bien différent de l'ADN du singe, que les distances génétiques nous montrent que la théorie ne sont pas cohérentes avec les arbres de la vie, soi-disant, hein, de la théorie de l'évolution, que cet arbre de la vie, il n'a rien à voir selon qu'on prenne un gène ou un autre, que les mutations sont toutes négatives ou neutres, mais qu'elles n'amènent pas d'amélioration, de complexification, etc., de nouvelles espèces ou de nouveaux organes. Que globalement, au lieu d'avoir une évolution, on a l'inverse, une dévolution. Et que l'ADN mitochondrial nous montre aussi que les espèces sont apparues à peu près en même temps et bien différenciées déjà. Que nous avons une ancêtre femme qui date d'il y a 6000 ans environ, que nous avons un ancêtre homme qui est relativement récent, qui est plus dur à dater,
Et que si on regarde l'arbre généalogique, on voit qu'on a 3 ancêtres femmes et 3 ancêtres hommes qu'il nous faut penser aux descendants de Noé. Et si on regarde la biologie, on voit que la théorie de la récapitulation de Haeckel est un faux qui continue à circuler depuis longtemps et que la complexité du vivant est difficilement compatible avec une évolution lente et au hasard. Alors vous allez me dire, oui, mais alors comment tout ça s'est formé, le déluge universel, tout ça, elle est venue d'où l'eau, comment ça se fait que ça a été tout inondé? En fait, sachez qu'il y a des théories alternatives qui tiennent la route. Moi, j'en connais 2. Je connais la théorie des hydroplaques de Walt Brown, et sur le fait que sous la croûte terrestre, il y a de l'eau qui a jailli au moment du déluge universel. Et puis une autre théorie qui est celle de Fernand Crombette, qui est qu'avant le déluge universel, il y avait aussi une ceinture d'eau autour de la Terre qui est tombée sur la Terre au moment du déluge universel. Voilà, plus d'autres explications aussi de Fernand Crombette sur le fait que tout a été noyé. Et ces théories sont très intéressantes et tiennent très bien la route, sont complètement concordantes avec les observations. Alors maintenant, on peut se demander quelles sont les implications de cette théorie de l'évolution. Pourquoi tout ça? Alors déjà, est-ce que c'est une science? Alors, c'est en tout cas une théorie qui, à chaque fois qu'on a eu des observations qui venaient la contredire, plutôt que normalement ce qu'on fait en science dans ce cas-là, c'est qu'on remet en cause l'hypothèse et qu'on en cherche une qui soit plus simple pour expliquer ce qu'on observe. Non, on garde la même théorie et on y rajoute des éléments. Par exemple, il n'y a pas de chaînon manquant. Non, mais c'est parce que... il y a les chaînons manquants. Et on dit non, mais c'est parce que, en fait, l'évolution, ça se fait comme ça par d'un coup. Dans des conditions particulières. C'est pour ça qu'on trouve... Voilà. Enfin, à chaque fois, on donne une nouvelle explication qui nous permet de ne pas lâcher cette théorie. Ça, c'est une approche qui est contraire à la science et qui, entre parenthèses, on trouve aussi aujourd'hui, enfin depuis des dizaines d'années, en cosmologie. D'autre part, c'est une théorie qui est présentée comme un fait. C'est une théorie qui bénéficie d'une très forte propagande, notamment dans les manuels scolaires, à la télévision, dans plein d'endroits, avec des budgets énormes pour ça. Et que c'est quelque chose qui se tient avec d'autres domaines. C'est pour ça que pour moi, ça a été dur de le remettre en cause, parce qu'il y a la géologie qu'il faut remettre en cause, il y a l'histoire, il y a tout ce qui est la cosmologie, l'astronomie. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Donc c'est assez énorme. Et puis c'est une théorie qui est invérifiable. C'est Karl Popper qui disait qu'une théorie est scientifique seulement quand il est possible de proposer des observations qui pourraient la réfuter. Là, c'est impossible. Donc il disait lui-même que ce n'était pas de la science. C'est plutôt une métaphysique, une idéologie, une opinion qui est présentée comme un fait. Il y a de plus en plus de scientifiques qui se prononcent officiellement à l'encontre de cette théorie. Il y a plus de 1000 scientifiques qui ont signé un papier, il y a plein de prix Nobel, et pourtant ça n'avance pas. Il y a même en 2006, donc ça fait 20 ans, au Parlement européen, il y a Monsieur Giertych, qui est un généticien, un chercheur généticien, qui s'est rendu compte que la théorie de l'évolution était fausse et qui a fait une audition avec d'autres chercheurs pour demander que la théorie de l'évolution ne soit plus enseignée à l'école parce que visiblement elle est fausse. Et en réponse, 1 an après, le Conseil de l'Europe a pris une résolution
pour interdire, au contraire, l'enseignement sur les origines qui ne soit pas la théorie de l'évolution. Parce que vous comprenez, ce serait dangereux. Donc, on voit qu'il y a des enjeux politiques importants. C'est quelque chose qui sous-tend l'eugénisme, vous savez, d'éliminer ceux qui sont les handicapés, les vieux, ceux qui ne sont plus utiles, quoi, qui sont une charge pour la société. Ce sont les fils de Darwin et son cousin qui ont lancé l'eugénisme, c'est pas neutre. Ça sous-tend aussi tout le mythe du progrès. Et ça a été utilisé comme caution pour les différents courants politiques. Le nazisme, l'élimination des moins aptes. Le marxisme, je suis désolée, mais Marx a demandé à Darwin de préfacer le Capital. Et le capitalisme, sur la sélection des plus aptes. Et aujourd'hui, c'est le transhumanisme qui est sous-tendu par la théorie de l'évolution. Mais les implications de la théorie de l'évolution, elles sont surtout spirituelles. Parce que ça veut dire que le surnaturel n'existe pas, c'est-à-dire Dieu n'existe pas, tout a été fait de manière purement naturelle. L'homme est un animal évolué, l'homme progresse par lui-même et chacun construit sa vérité. Il n'y a pas une vérité, c'est le relativisme. Et puis la science est un peu une nouvelle doctrine qui nous dit ce qui est vrai ou faux, au-delà des croyances spirituelles. Et on perd aussi les valeurs du bien et du mal dans notre société. Mais surtout, moi ce que je vois, c'est que l'implication, c'est que la réalité du péché originel disparaît. C'est-à-dire ceux qui croient encore au péché originel, c'est quelque chose de symbolique. Voilà. En fait, on perd le fait que ça a été réel, que nos parents, Adam et Ève, étaient réels et qu'ils ont vraiment commis le péché originel qui nous a séparés de la volonté de Dieu. Et donc on perd tout le sens de notre histoire. Et par rapport à cette cohérence retrouvée, au sens de l'histoire retrouvée, je n'ai pas de mots pour vous recommander la lecture du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Un appel aux créatures à revenir à la place, au rang et au but pour lesquels elles ont été créées par Dieu. Alors je peux, moi, vous témoigner personnellement qu'aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute sur le fait que la théorie de l'évolution est complètement fausse et que c'est un mensonge qui est maintenu sciemment à cause des enjeux spirituels. Et aussi, je peux vous témoigner qu'aujourd'hui, j'ai une totale confiance dans le récit biblique et notamment le récit de la Genèse, de la création, et sur le fait qu'il est vrai, y compris d'un point de vue historique et littéral. Alors, je vous donne quelques livres, si vous voulez fouiller le sujet. Je vous donne quelques références. Donc, vous avez un monsieur qui s'appelle Dominique Tasso, qui est un catholique scientifique et qui est une référence dans le domaine. Ça fait 40 ans qu'il travaille sur ce sujet et il a publié plusieurs livres et il fait aussi des conférences sur Internet. Alors, je vous conseille aussi d'autres livres de Hans-Joachim Zillmer, qui sont aussi des références. Et puis, Évolution d'évolution science, c'est l'exposé qui a été fait au Parlement européen il y a 20 ans, dont je vous ai parlé, par plusieurs scientifiques. Après, il y a des livres plus anciens, parce que c'est pas d'aujourd'hui qu'on dénonce la théorie de l'évolution, mais ça passe pas. Et donc, il y a ces deux-là qui sont plus anciens. Et puis, vous avez sur l'entropie génétique, donc le livre de John Sandford. Vous avez aussi un livre d'un prêtre catholique sur la stabilité des espèces, qui est intéressant. Et sur les langues aussi,
nous renseigne sur la véracité du récit biblique et le fait que la théorie de l'évolution est fausse. Vous avez ce livre de Roger Lieby qui est très intéressant. Et puis vous avez des sites internet, donc le-cep.org, dont sa chaîne YouTube. Vous avez notamment Dominique Tasso avec plein de conférences très intéressantes. Vous avez le colbecenter.org. Alors c'est en anglais, mais vous pouvez le mettre en français. Et c'est un centre qui travaille uniquement justement sur cette question des origines pour rétablir la vérité sur les origines. Et c'est un centre catholique. Et ils ont édité une série de vidéos avec des chercheurs, des théologiens sur ce thème qui s'appelle restaurerlesfondations.fr, où vous avez, je crois, 18 heures de vidéos sur ce thème. Donc si vous voulez fouiller tout ça avec des vidéos, je vous les recommande. Donc ça, ce sont les trucs catholiques. Parce qu'il faut savoir que sur ce thème, en fait, les protestants, ils sont très en avance sur nous. Ils ont des chercheurs, ils avancent et tout ça. Alors, vous avez bibleetsciences.fr, notamment, où vous pouvez avoir plein d'infos. Et puis, vous avez nivrad.fr. Ça, c'est Darwin à l'envers. Ça, c'est quelqu'un qui est plutôt théiste. Hein. Donc, voilà. Et qui aussi explique en quoi la théorie de l'évolution est fausse. Après, vous avez des vidéos à voir. Donc, il y a celle du Mont Sainte-Hélène et celle sur la sédimentologie. Voilà. Je vous remercie pour votre patience, mes chers frères et sœurs. Et j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à trouver la vérité dans ce monde de mensonges dans lequel nous baignons. Que Dieu vous bénisse.